Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 21e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir d'être en compagnie de mon meilleur ami, Mohamed Simba. On s'est rencontrés maintenant il y a plus de 6 ans par le biais d'un marketing de réseau et c'était lui mon parrain, c'est lui qui m'a fait rentrer dans la boîte. Puis nos chemins ont évolué, on a tous les deux arrêté cette activité, mais on est restés assez proches et puis au fur et à mesure, on a créé des liens de plus en plus solides. Pour cet épisode, attachez vos ceintures car la discussion est, comme le dirait mon cher Slim, cosmique. On va parler de l'illusion de l'identité, de l'illusion de la mort, de notre rapport avec notre corps physique ou encore de la notion d'ego. C'est le genre de discussion bien perchée qu'on a régulièrement, Mohamed et moi, que ce soit le soir, pendant qu'on marche au bord de la plage, dans la rue, peu importe. Et j'ai voulu partager un petit peu ce genre de discussion sous forme de podcast parce qu'en fait, Mohamed, il a une perception de la vie et il a un rapport avec la vie que j'apprécie beaucoup. Et en fait, le fait de d'échanger avec lui régulièrement, ça m'aide beaucoup en fait à modifier mes propres représentations, ma perception du monde et finalement de voir les choses sous un autre angle. Alors pour certaines personnes, ça peut être une discussion un petit peu complexe à comprendre. Même moi, des fois, je la réécoute un petit peu pour bien intégrer les informations. Mais il y a quand même une petite touche de légèreté et un petit brin d'humour qui est caractéristique de mon cher ami. Je vous laisse avec ce bel échange et avec mon cher Mohamed et je vous souhaite une très belle écoute. On va commencer par le début, hein. Je crois qu'il faut se saluer quand même, hein. Il faut se saluer effectivement. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans le Circadien Podcast. Très heureux de vous retrouver, hein, Mohamed, que vous êtes un cher ami et nous sommes rencontrés il y a quelques années sur Marseille. Pouvez-vous vous présenter un petit peu qu'est-ce que vous faites dans la vie, hein, dans la vie de tous les jours? Bah écoutez, je fais plein de choses, hein. Notamment je commence par me lever le matin. Ça, il y a peu de gens qui arrivent à le faire. Moi, j'en suis capable aujourd'hui. Je travaille dans une petite épicerie paysanne, hein, où je vends des fruits et légumes, parfois bio, parfois non bio, mais raisonnés localement, afin de mettre en avant, voilà, des petits producteurs locaux. Voilà, mettre en avant le commerce équitable, hein, mettre en avant le commerce de proximité. Voilà, et après, j'aime effectivement aussi me balader en forêt, faire des randonnées. J'aime beaucoup le lien justement avec les éléments. J'aime beaucoup le lien que j'ai avec vous aussi. Je vous ai connu maintenant, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Et je pense que c'est que des moments formidables qu'on a vécu. Vous avez été une énergie enrichissante pour moi, hein, aujourd'hui, et je pense que j'ai été influencé positivement par vous. Donc voilà, c'est les relations humaines qui m'ont construit, les relations aussi avec d'autres choses, hein, sûrement par les événements aussi. Et aujourd'hui, voilà, j'essaye de me trouver spirituellement également. J'essaye de trouver ma place, hein, dans ce monde, dans l'univers, hein, tout simplement. Et je crois que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, car vous avez un point de vue au niveau métaphysique, hein, tout à fait impressionnant. Alors, Euh, impressionnant, je sais pas, hein, Impressionnant dans ma perspective, dans le sens où des fois j'ai du mal à te comprendre. ça peut être négatif, plus négatif que positif, là, à ce niveau-là. Aïe, 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 il va falloir en tout cas être compréhensible pour les auditeurs qui vont nous écouter. On va peut-être commencer, t'en parlais hier au niveau de l'identité. Est-ce que tu peux le détailler? Je me souviens plus des termes que tu avais employés. C'est assez complexe, mais on va commencer à aller sur ça. Ben, l'identité, ben, je vais commencer par parler de moi, hein. Je pense que moi, déjà, j'ai toujours essayé de trouver une identité que je voulais cohérente pour moi-même. J'ai toujours eu du mal, hein. Je vais commencer par parler aussi de mon éducation qui a été religieuse. J'ai été éduqué dans l'islam, donc c'est-à-dire que voilà, mon système de pensée était gouverné par ça. Et donc, voilà, je me voyais comme serviteur de Dieu, je me voyais comme voilà, un individu qui devait suivre les préceptes d'une religion. Et donc, mon identité, la vision de mon identité n'allait pas plus loin. J'avais cette vision-là où j'avais une sorte de chef suprême qui est représenté par Dieu et auquel je devais absolument tout. Et c'est cette vision de l'identité-là qui me limitait beaucoup. Je me sentais oppressé par ça. J'ai commencé à le découvrir au fur et à mesure de mon évolution. J'ai donc cherché à me libérer de ça, à me libérer de cette influence-là, de me trouver de manière plus naturelle, de chercher en fait une identité qui me correspond.
Ça, tu l'as ressenti à quel moment de ta vie? Je l'ai ressenti plus vers 2019. T'avais quel âge? Je crois que j'avais 22. 22, attends, là j'ai 27 ans, donc il suffit de faire le calcul, Je hein. vais faire le calcul, mais je ne sais pas calculer, Ouais, donc c'est vrai que moi, j'ai pas fait énormément de maths dans ma vie, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on va y arriver, hein. Il suffit de faire 27 moins 4, hein, et ça fait 20, 23, donc 23, 24, 25, 26, 23 ans. Ouais, j'avais 23 ans. Et, et ouais, j'avais commencé par lire, tu sais, ben, tu l'as lu, toi, le Eckhart Tolle, Pouvoir du moment présent. C'était le premier livre qui m'a impacté dans mon parcours, hein, de réalisation de mon moi. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au moment présent, à ma perception, à mon ressenti. J'ai commencé à me libérer de tous les concepts qui me régissaient jusqu'à maintenant, les concepts que j'ai hérités notamment de mon éducation, de ma famille, concepts qui sont liés à la religion, tout ça. Je voulais me voir différemment, en fait, je voulais me voir dans le tout. Je voulais prendre cette identité-là, cette identité totale, tu vois. En gros, ça a été ça, genre ta porte d'entrée vers le déconditionnement. C'était le bouquin du moment présent. Ouais, ouais, c'était ça. C'était le fait de lire ça. À partir de là, j'ai commencé la méditation. J'ai commencé à, j'ai commencé à rechercher en fait un état de calme, un état de sérénité en fait permanente. C'était ça que je voulais en fait. C'était un état de stabilité. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre le poids, le poids de l'identité en fait, le poids de la vision qu'on met sur notre identité. Euh, et, euh, et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me voir comme une sorte de point, en fait, dans l'espace. Je me vois, forcément, j'ai une identité qui me définit. Je m'appelle Mohamed, j'ai une certaine famille, j'ai certains liens qui me définissent aussi. Mais j'ai voulu, en fait, commencer à me voir dans l'absolu, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis maintenant et qu'est-ce que je serai aussi plus tard et qu'est-ce que j'étais aussi dans le passé, en fait, pour mettre fin quelque part au temps, à l'aspect temporel. Euh, et, euh, et pour ça, en fait, j'ai commencé vraiment à observer le moment présent, à observer en fait ce qu'il y avait fondamentalement dans tous les moments présents qu'on pourrait imaginer. Bien sûr, on a notre imagination a des limites en tant qu'être humain, on peut pas tout imaginer. Mais j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, en fait, je peux, dans tous les moments présents qui soient, je ne peux qu'imaginer des éléments d'interaction. Tu vois. Donc, je me suis dit que dans l'absolu, en fait, je suis un élément en interaction avec un environnement. Donc, je suis un intérieur en lien avec un extérieur et en fonction de l'échange, en fonction du partage, en fait, entre tous ces éléments, eh bien, le moment présent prend forme, le moment présent a une nature, le moment présent est constitué d'éléments qui sont plus ou moins séparés entre eux, qui sont plus ou moins unis entre eux. On pourrait observer juste notre monde aujourd'hui et voir en fait que on vit dans un monde extrêmement séparé, on vit dans un monde Carrément. où la division règne. Donc les moments présents qu'on vit, hein, généralement en tant qu'être humain, ils sont pas très légers, tu vois. Ils sont quand même assez lourds alourdis par la division, alourdis par la séparation, Et alourdis. aussi par le mental qui fractionne, en fait, le mental qui nous sort du moment présent. Parce qu'avec le mental qu'on a, on a la capacité de se projeter dans le futur et on a la capacité de se rappeler du passé et qui crée ce temps psychologique. Et qui fait qu'en fait, sur cette ligne temporelle qu'on a créée, parce qu'à la base, il n'y a que le moment présent, comme tu dis, avec le moment présent, en fait, c'est juste une succession d'interactions. Mais en fait, vu que nous, on a créé cette ligne temporelle, on est capable mentalement de se projeter dans le futur et dans le passé. Et ben en fait, on crée de la souffrance parce que je pense que quand on met notre énergie ailleurs que dans le présent, en tout cas moi je l'ai expérimenté, tu vois, et on en a beaucoup parlé, quand tu mets ton énergie ailleurs que dans le présent, bah tu as une perte d'énergie parce que, euh, parce que tu sais pas ce qui va se passer dans le futur.
Dans tous les cas, tu vas ruminer, tu vas essayer de chercher un truc, ou alors tu vas ressasser le passé en essayant de faire des scénarios, de te dire, ah, en fait, ça aurait été mieux comme ça, et si ça serait passé comme ça, et ceci, tu vois. Ouais. Bah, ce que je retire de ce que tu dis, c'est en fait, c'est notre vision, elle est largement dépendante de l'idée. Pardon, Sur le micro. pardon, excuse-moi, désolé pour les Sur spectateurs. le micro, Mathieu, Je suis désolé, je peux le tenir aussi si s'il tu vous veux, plaît, hein. hein. Oui, voilà. Voilà, un, deux. Donc, ouais, je disais que notre vision, elle était largement dépendante de nos idées sur ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Donc là, comme tu disais, on imagine ce qui va pas se passer dans le futur parce que justement, on est limité par notre conditionnement, par notre imagination en tant qu'être humain. On imagine certaines choses comme bonnes pour nous. On imagine aussi beaucoup de choses comme pas bonnes, comme mauvaises, comme Mm. des choses qu'il ne faut pas vivre. Et à partir de là, notre imagination, elle, en fait, elle se calque sur ces désirs-là qui sont enfuis. Elle se calque sur notre volonté. Et donc, le but, le but de l'esprit, le but de tout être, en fait, c'est d'être stable, hein. En fait, notre esprit va nous faire imaginer des choses, par exemple, imaginer des choses mauvaises ou des choses bonnes pour nous créer des buts à atteindre. Par exemple, j'imagine que je peux être dans une situation où j'ai beaucoup d'argent. Je peux m'imaginer demain faire une faillite et perdre tout mon argent, mais c'est un processus finalement d'adaptation en fait de notre esprit qui imagine le potentiel à éviter, justement pour qu'on crée pour qu'en fait, ça fasse les causes pour éviter ce truc. Donc, l'imagination est là justement pour amener une stabilité. Et nous, en tant que, pardon, c'est pas toi qui parles, en plus c'est moi, donc ça a aucun sens ce que je fais. Mais nous, donc pour revenir à ce que tu disais, on est énormément dans l'imagination, hein. On sort du moment présent, on part dans notre imagination et du fait des concepts qui nous régissent, des idées qu'on a de des conditions qu'on doit avoir pour avoir une bonne vie et tout, eh ben, on va se torturer l'esprit, on va de plus en plus se torturer l'esprit, en fait, plus on va avoir de conditionnement, plus on va avoir de division entre le bien et le mal dans Mm. notre esprit. On va se dire, oui, ça c'est bien pour moi et ça c'est mauvais. Et ben tout ce qu'on va, tous les choses qu'on va mettre dans la case mauvais, en fait, ça va nous torturer. En fait, on va s'imaginer vivre ces choses dans le futur. On va aussi avoir des regrets d'avoir vécu certaines choses dans le passé que l'on considère comme mauvais. Donc, en fait, c'est ça qui crée de la masse, c'est ça qui crée de la matière, de la densité, et c'est ça qui, je pense, nous met dans des états mentaux qui sont lourds, et on n'arrive toujours, du coup, pas à avoir une certaine sérénité dans le quotidien. Moi, c'est ce que, à travers tout ça, ce travail sur soi, cette observation de soi, ce que je veux, c'est être serein. Ce que je veux, c'est pouvoir m'adapter à toute situation, pouvoir être détaché des concepts qui me régissent, que j'ai absorbés avec mon éducation, avec les influences que j'ai eues. Tous ces concepts-là, je veux être capable de m'en détacher. Je veux être capable de me détacher de la vision du bien et du mal Mm. que j'ai eu et qui s'est installé au fur et à mesure de mes expériences. Je vais pouvoir me détacher de ça, être capable de me détacher de ça et, et avancer quoi qu'il arrive. Et pour ça, en fait, la seule solution que j'ai trouvée et que je sens que ça vibre avec moi-même, c'est de me considérer comme un tout, me lier mon identité, m'accrocher en fait à mon identité absolue au lieu de rester accroché à mon identité particulière qui, elle, est temporelle et est en train de passer dans le temps et faite de concepts, hein. Même ce que je suis en train de faire, le fait que j'ai deux bras, que j'ai deux jambes, que je suis un homme, c'est un concept dans l'absolu. Je ne suis pas ça. C'est ça l'idée, c'est d'être conscient que je ne suis pas que ça, de conscient que je ne suis pas un corps, que je ne suis pas seulement une forme de corps, mais que potentiellement je peux évoluer
et que j'évolue, comme je le disais, avec mon environnement, que j'évolue en connexion et que mon intérêt, c'est celui de l'absolu et ce n'est pas celui de l'être limité que je suis et que je ne suis pas aussi. Et justement, parce que c'est super chaud parce qu'on est, tu disais, on est conditionné déjà avec l'éducation toi que tu as eue de tes parents, avec l'islam. Comment tu fais, est-ce que tu as réussi déjà à amorcer ce processus de déconditionnement? Est-ce que tu as encore des croyances? Et comment on fait dans ce monde de densité, de matière, où on est tellement... parce que là, on dit oui, je ne suis pas que ce corps, je ne suis pas que ce physique. Et pourtant, au quotidien, ce qu'on expérimente, bah, c'est que je suis dans un corps et que j'ai l'impression, en tout cas, d'être séparé de toi, l'impression d'être séparé des objets qui y a autour de moi, parce qu'en fait, on expérimente qu'à travers ces cinq sens. Et du coup, comment on peut comprendre ce concept de je ne suis pas que mon corps, je ne suis pas mon identité, je suis pas, je ne suis pas fini. Il y a une espèce d'éternité qui continue parce que c'est encore un concept, c'est super dur. Est-ce que toi, tu l'as vécu par des expériences mystiques ou est-ce que tu l'intellectualises à travers des lectures ou des méditations, des trucs comme ça? Parce que ça, c'est super complexe, hein. Ouais, ouais. T'as beau, même moi, tu vois, même on en parle beaucoup, je comprends ce que tu dis, mais même quand on dit je suis pas que ce corps, bah, au quotidien, en fait, quand tu es dans ta vie normale, tu es dans ton corps. Tu vois, tu expérimentes tout à travers tes cinq sens, toute la physique, enfin tout le physique. Et en fait, la plupart des concepts immatériels ou cette notion d'intemporalité ou d'infinité, on l'expérimente pas, tu vois. Ouais, bah, si tu veux, quand je dis qu'on n'est pas que notre corps, je dis bien qu'on n'est pas que notre corps, c'est-à-dire le corps que tu as actuellement. Mais nous sommes un corps. Je dis pas que nous ne sommes pas un corps, nous sommes un corps. Et justement, l'idée, c'est de réaliser en prenant du recul sur soi que nous sommes tous les corps en soi. C'est-à-dire que là, je perçois mon corps, je perçois la sensation de mon corps, mais la perception que je ressens de mon corps, en fait, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas des corps extérieurs. Tu comprends? Ouais. S'il n'y avait pas un extérieur, en fait, pour faire face à mon corps n'existerait tout simplement pas. Donc, en fait, dire que je suis tous les corps, c'est c'est tout simplement dire que mon corps est en interaction avec tout le reste. Tu vois? Après, le corps, par exemple, le corps, il change, tu vois, il évolue. Donc là, il y a 2 secondes, tu avais un corps, les éléments qu'il y avait dans ton corps, il y a 2 secondes, ben, ils ont changé, là, ils sont plus les mêmes. Mm. Donc en fait, ton corps est en permanence en évolution. Donc en fait, tu peux même pas capter ton propre corps. Tu peux même pas dire, ouais, là, mon corps, c'est ça, tu vois. Mon corps, c'est ça et ça restera ça. Bah non. Ton corps, là, il a déjà changé. Ton corps, il a subi des influences. Ton corps, il subit des influences permanentes et voilà, il évolue comme ça, tu vois. Donc l'idée, ouais, c'est pas de dire qu'on n'a pas de corps. Non, non. Et justement, je pense que c'est dangereux de se dire ça parce qu'on part dans un délire où on se croit, tu vois, juste esprit. Et, Ouais. tu vois, on a tendance à séparer l'esprit et le corps comme ça. Mais moi, je crois profondément que ces deux choses sont des choses intimement liées. Le corps, c'est l'esprit, quelque part. Le corps est à l'image de l'esprit et l'esprit est à l'image du corps. Et sans corps, en fait, on ne peut pas bouger. Le mouvement et le corps est indispensable au mouvement. Donc, pour moi, vraiment, je suis matérialiste quelque part, dans le sens où je sais, enfin, non, C'est une réalité. je dis que tout est matière, tout est corps, je suis un corps, mais je ne suis pas que ça, dans le sens où je suis aussi un esprit. Et je sais que les deux sont intimement liés, comme je t'ai dit. Et c'est en fonction de mon esprit aussi, en fonction de mes croyances, en fonction de la vision que j'ai de mon identité, que mon corps va évoluer et que tous les corps autour de moi aussi vont évoluer parce que je suis en interaction avec ces corps. Et j'ai un poids, j'ai une influence aussi dans cet environnement, comme tous les corps autour de moi ont aussi un poids dans mon évolution, ont aussi une influence dans la forme que prend mon corps, les choix que mon corps fait.
Et c'est voilà, c'est cette interdépendance-là qui fait que, en fait, je, le fait que j'ai pris conscience, en fait, que il y a cette interdépendance. Donc, c'est pour ça que j'ai cette vision de moi-même où je me dis que dans l'absolu, en fait, je ne suis qu'un corps, je ne suis qu'un esprit. Et c'est cette pensée-là, cette simple pensée-là, modifie totalement ma façon d'appréhender le monde, ma façon de réagir aux choses. Ça modifie aussi ma vision de la mort. Ça la modifie dans le sens où, du fait que je m'identifie à un seul corps total, à un seul esprit total, je peux pas, je sors directement de la croyance qui dit que au moment de la mort, ben, tout s'arrête, il n'y a plus rien après. Parce que pour moi, dire ça, en fait, c'est l'équivalent de dire que, en fait, à partir du moment où je meurs, ben, l'esprit disparaît. L'esprit, parce que finalement, l'esprit, comme je l'ai dit, c'est un appareil, c'est comme le corps, c'est un appareil qu'on utilise tous, et c'est pas un appareil qui m'appartient. Là, je suis un esprit particulier, voilà, j'ai un parcours dans l'existence, dans l'univers, mais ce n'est qu'un parcours, ce n'est qu'un seul parcours ponctuel, et avant ça, et après ça, il y aura encore des parcours dans l'esprit. Et moi, je fais partie de l'esprit, mais je suis tout l'esprit en soi. C'est ça que c'est vraiment ça que je veux que je veux partager, que je veux transmettre comme message, c'est que mon esprit ne s'arrête pas. Mon esprit ne s'arrête pas d'exister. Mon esprit s'étend à l'infini en fait. Et si je me dis que à ma mort tout s'arrête, je dis en fait que mon esprit s'arrête. Je dis en fait même que mon esprit a commencé un jour, ce qui est enfin, en tout cas, bah, après, je pense que c'est des croyances de tout à chacun, mais je ne crois pas que l'esprit ait commencé, je ne crois pas que la vie ait commencé, en fait. Je pense que la vie a toujours été la vie, qu'il n'y avait pas de début, et donc je crois que je dis, en fait, j'affirme que mon existence n'a pas de début non plus. Le jour de ma naissance, c'est pas le début, c'est pas vraiment le début de mon existence. Mon existence, elle est totale. C'est ce que à travers cette vision de l'identité, je veux affirmer ça, en fait, la totalité de mon existence. Et la naissance et la mort, c'est des points particuliers de ce grand parcours de l'être total et absolu qui s'expérimente en fait à travers tous les parcours qui existent, autant un parcours, autant une vie d'être humain qu'une vie d'animal, qu'une vie de végétal, qu'une vie d'alien dans une autre galaxie. En fait, c'est toujours le même être fondamentalement. C'est vrai, c'est à cette identité-là que je veux m'accrocher. Et euh, du coup ça implique la croyance en la réincarnation. Ça veut tout à fait dire ça, en fait. Et c'est ce qu'il disait, par exemple, Bruce Lipton, moi j'adore, c'est la métaphore de la télé. Tu as une télé qui représente le corps physique, tu allumes la télé, tu as une chaîne qui passe, donc en fait tu as une télétransmission, c'est émetteur-récepteur, donc tu reçois une émission quelconque, un film. Imagine que ta télé casse, la conscience qui représente l'antenne, enfin Ouais. la transmission, est-ce qu'elle elle aussi elle est morte? Elle est toujours là, l'antenne. Puisque peut-être que la télé du voisin, elle capte encore l'antenne. Elle capte encore la chaîne. Toi, ta télé, elle est morte, mais il y a toujours l'esprit qui est là, tu vois. Et du coup, il disait que bah là, je vais racheter au magasin, je vais racheter une nouvelle télé, une nouvelle marque un peu plus grande qui a été optimisée ou une moins bonne marque, peu importe. Tu rallumes la télé et boum, la conscience, ça revient dans la télé. Et ça, moi, quand j'ai compris ça, tu vois, ça, pour moi, c'était tellement logique, tu vois, le processus de réincarnation. On peut dire encore une fois que c'est une croyance, comme tu dis, tout à chacun, mais à un moment donné, je me dis, c'est même plus une croyance, quand tu comprends tout le subtil, tout ce dont on parle, tu dis que ça peut être qu'une évidence, en fait. Ça peut être qu'une évidence. Et, euh, et du coup, toi, comment tu l'as expérimenté est-ce que c'était venu à travers de la méditation, à travers de la réflexion, de percevoir le monde comme ça? Parce que c'est, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, et en fait, j'essaie aussi de transmettre des points que les gens qui écoutent pourraient appliquer.
Tu vois, parce que c'est bien beau d'entendre deux gars en train de dire ouais, mais en fait, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un esprit, notre esprit, il est infini, après la vie, après la mort, il y a quelque chose. Dans l'idée, intellectuellement, ok, mais comment je peux le ressentir au quotidien, tu vois? Quel travail je peux faire? Quel travail tu as fait, toi, au niveau de la méditation, ça peut être des lectures, de la réflexion, des prises aussi de substances, hein. Il y a tellement de pléthore de manières de se connecter à d'autres perceptions que les 5 sens et d'essayer de vraiment sortir de cette pensée, de ce côté vraiment matérialiste de finitude et encore une fois, ce que tu viens de dire, ça fait aussi, hem, en gros, toi, tu crois pas aussi au Big Bang. Tu vois, ce truc enfin, moi, j'y crois pas, tu vois, il y a eu une petite collision, tu vois, 2 petites poussières qui se sont, touchées, ça fait une explosion et il y a eu un commencement, tu vois? Moi, je n'y crois pas. Après, c'est une croyance, hein, on le saura jamais de toute façon. Même les même le meilleur scientifique qui te dit: «Oui, il y a eu un Big Bang». Mais qu'est-ce que tu en sais, en fait? C'était il y a des milliards d'années, tu vois? Tu as beau être le meilleur, avoir le meilleur laboratoire, les meilleurs appareils de mesure, tout ce que tu veux, je pense qu'on saura jamais ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Enfin, faut arrêter, tu vois? Il y a une espèce d'ego dans la science qui veut absolument tout comprendre et tout ça, alors qu'en fait, non, on sait rien. On sait que dalle. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais je vais commencer par Par le ouais, plus grand. la vision du Big Bang, ouais, c'est intéressant. Parce que bah ouais, je parlais du commencement avant. Et bah moi, je vois le Big Bang comme une sorte de boucle. Après, il y a la théorie, je crois qu'il y a une théorie aussi comme ça, du Big Bang à boucle. C'est-à-dire que en fait, il y a eu plusieurs Big Bang, quoi. Je la connais pas celle-là. Mais en fait, t'as eu plusieurs Big Bang où tu as eu des cycles en fait de, d'expansion et de concentration en fait Ah de oui, la c'est vrai. matière, tu vois. Ouais. Genre, c'est comme si en fait la matière par exemple, là, on est dans un cycle d'expansion, on est dans un cycle où tous les étoiles s'éloignent et tout ça. À un moment donné, théoriquement, ça pourrait suivre le chemin Mmh. inverse et revenir à une singularité et réexploser, et ensuite revenir à une singularité et réexploser. Et moi, je vois les choses comme ça, tu vois. Je vois le mouvement de l'univers, pour moi, il est infini. Donc, en fait, des Big Bang, il y en a à l'appel, en fait. C'est des cycles de, 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 de rapprochement et de séparation, tu vois. Et finalement, j'aime bien parce que ça me renvoie aussi à juste nos interactions à nous en tant qu'êtres humains au quotidien. C'est que ça aussi, hein, c'est des Mmh. cycles de séparation, de rapprochement entre certains partis, de séparation entre d'autres partis, et même à l'international, c'est des pays entre eux, ils se séparent, ils se rapprochent. Attraction, répulsion, tu vois, c'est ça la vie, c'est uniquement ça. Et, et voilà, après, moi, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour vraiment garder ça, enfin, comment ça m'aide dans mon quotidien? Bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la méditation. Au début, je faisais des heures de méditation. Je rentrais dans un univers de calme. En fait, je cherchais le vide, en fait. C'est cette recherche du vide, en fait, qui m'a vraiment, qui a été vraiment un moteur. Parce que pour moi, le vide, c'est l'essence de tout. C'est la réalité, c'est la plus grande réalité qui soit. C'est la réalité intemporelle, en fait. Et moi, je cherchais en fait ce calme, je cherchais cette. Parce que pour moi, le vide, c'est l'image, c'est de la stabilité, du Mmh. néant, de la sérénité totale, de l'absence de mouvement, tu vois. Et j'ai eu plusieurs phases comme ça. Au début, au début, voilà, je recherchais ce vide-là. Après, je me suis rendu compte qu'en recherchant ce vide, en fait, je perdais quelque chose de stimulant, tu vois. Je recherchais, j'ai compris aussi que quelque part, je recherchais de l'excitation, je recherchais du mouvement, en fait. Et j'ai compris qu'en fait, ma nature recherchait le mouvement. Et en regardant le vide, en observant le vide, parce qu'en fait, comme tu l'aurais compris, comme tu l'as compris, pour moi, tout est vide fondamentalement, donc en fait, je m'identifie à ce vide. Et pour moi, enfin, et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à m'observer en tant que vide, en fait, en me disant, en fait, ma nature est vide, donc
c'est à partir de là que je vais pouvoir sûrement comprendre mes besoins, tu vois. Et donc, le vide, qu'est-ce que c'est? Bah, le vide, c'est le néant. Enfin, on dit que c'est pas la même chose, mais t'as compris, c'est rien. Et si tu mets un esprit dans le vide, imagine un esprit vide, qu'est-ce qu'il va vouloir, à ton avis? Un esprit vide? Eh Ouais. ben, du mouvement. Il va vouloir s'en opposer. Tu vois. Hmm. Donc pour moi, l'essence même de l'être du vide, en fait, désire le mouvement parce que pour justement compenser en fait son vide. Donc pour moi, c'est la raison même de l'existence. Pourquoi on existe? C'est parce que notre nature profonde a besoin du mouvement en fait, mais elle a aussi besoin du repos. Et c'est cette alternance du mouvement et du repos qui fait la vie, qui mène à notre existence aujourd'hui. Et c'est de là où sont nées toutes les polarités. Mais oui, Parce que voilà. pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de l'immobilité, il faut qu'il y ait du vide, il faut Ouais, qu'il y ait une matière, il faut qu'il y ait du vide. ouais, ouais, Et ouais. après, à partir de là, il y a toutes les polarités Ouais, ouais, qui c'est sont ça. venues. Exactement. Et voilà, donc je me suis cherché dans ce vide, en fait. Je me suis cherché dans ce vide. Et en fait, dans mon évolution, j'arrive en fait à intégrer tout ce qui existe dans ce vide. C'est ce qui me, c'est ce qui me pousse, en fait, à mettre mon identité dedans. C'est parce que je me retrouve avec absolument tout dans cette identité-là. Et à partir de là, c'est la stabilité en fait totale qui m'intéresse et non plus ma propre stabilité égoïste. Tu vois, mes propres buts très temporels, très bien sûr j'ai des buts temporels, j'ai des buts qui se par exemple j'ai envie de faire de la musique, j'aime faire de la guitare, j'ai envie de créer, j'ai envie de produire, ça c'est des buts qui sont relatifs à ma vision à moi de ce que je veux, tu vois. Mais comment dire, j'ai tendance à me projeter de manière beaucoup plus large, en fait, en mettant mon identité dans le vide. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais ça, ben, je me, je me dis que tout être du vide, en fait, mérite autant que moi d'être bien, en fait, de se trouver, de s'exprimer, et j'ai envie, en fait, je me vois, en fait, comme dans cette sphère du vide. Si on imagine une sphère faite de vide, donc l'espace, en fait, je me vois comme je t'ai dit, comme un élément de ce vide. Mais j'ai envie, en fait, et je sais pas si j'y arrive encore, hein, mais j'ai envie, euh, dans mon esprit, d'agir comme si vraiment l'autre était moi. Tu vois. Hmm. Je veux vraiment atteindre ce niveau. Bien sûr, j'ai encore un ego, j'ai encore voilà, on est encore dans le parcours, hein, on n'a pas fini d'évoluer, hein, on est là pour ça. Mais c'est ce que je veux atteindre. C'est ce que. J'ai envie de dire aussi que c'est bien aussi d'avoir un ego quand même. Ah oui, C'est oui. fondamental, tu vois. Et j'ai une petite allergie, j'ai le nez qui coule. Ça arrive à tout le monde, hein. Et l'ego, en fait, justement, tu disais que, par exemple, d'avoir des buts comme faire de la musique, de la guitare, moi, c'est le dessin. Mais en fait, on peut nourrir notre ego. Enfin, en fait, on peut nourrir les autres avec notre art, avec nos envies, tu vois, propager mes dessins, toi, propager ta musique. Et du coup, aider, contribuer, en fait, Ah oui, aux oui, autres esprits, tout en nourrissant ton ego, qui n'est pas une mauvaise chose parce que dans le monde de la spiritualité, on dit oui, il faut détachement de l'ego, il faut tuer l'ego et tout ça, mais en fait, on aurait tué l'ego il y a longtemps, je pense qu'on serait mort, parce qu'on mettrait notre vie en danger, on chercherait pas à se reproduire, on chercherait pas à manger pour satisfaire nos besoins. Et du coup, ça, c'est important quand même de le souligner, ce côté égotique qui est important. Et parce que si on l'a pas, enfin, en fait, en fait c'est un équilibre, c'est-à-dire, si tu penses qu'à ta gueule, si tu as des buts qui vont juste te satisfaire, tu vas pas être heureux parce que c'est vraiment centré que sur toi. Si tu fais des choses que pour les autres, bah, tu vas être malheureux parce que tu vas pas prendre du temps pour toi. Donc, du coup, en fait, c'est un équilibre. Et du coup, ça me fait penser aussi à Mathieu Ricard, il en parle beaucoup. C'est la compassion. Et c'est ce que tu disais, en fait, c'est de pas penser juste à sa gueule, mais d'essayer de voir un peu l'impact que tu peux avoir dans les autres de par les actions qu'on a. Tu vois, par exemple, de faire ce podcast, moi, je sais que ça va avoir un impact sur certaines personnes. Ça peut être positif, négatif.
Et voilà. Et encore, positif, négatif, encore, tu vois, c'est binaire. Ça peut être neutre, ça peut être, c'est propre à chacun. Mais ça, c'est partager cette chose et de se projeter. Et ça, c'est un exercice qui fait aussi souvent. Et du coup, maintenant, je m'exerce aussi. C'est de fermer les yeux et tu commences par exemple par. Bah là, je ferme les yeux, tu vois, je suis dans une pièce, je suis avec toi, je ferme les yeux et là, je pose une intention de compassion, de dire puissent tous les êtres vivants autour de moi, dont toi, être heureux et trouver le bonheur. Donc ça, tu peux faire ça avec tes proches pour commencer. Ensuite, tu peux commencer avec des personnes que tu connais moins bien, peut-être tes voisins. Et après, tu fais ça à l'échelle du monde. Et en fait, il y a pas de. C'est vraiment en fait trouver ce truc de non-jugement et de se dire, de développer en fait la compassion, peu importe, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les actions que font les personnes, tu vois. Même pour prendre un cas extrême, même les pires politiciens, ceux qui font des attentats, des crimes, etc., bah, de poser l'intention que ces personnes-là, elles puissent trouver la paix, le bonheur en eux-mêmes, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut s'exercer. Et moi, tu vois, quand j'ai commencé à découvrir bah, l'alimentation, bien manger, faire du sport, etc., bah, au début, c'est très égoïste. Et c'est normal, je pense. Tu vois, quand tu découvres un truc, tu as envie de lire des livres, tu as envie de te découvrir, tu testes sur toi. Et du coup, au début de mon parcours, j'étais pas mal égoïste, entre guillemets, mais pas d'une mauvaise manière, dans le sens où j'apprends à me découvrir. Tu vois, j'explore des choses. Et en fait, avec le temps, une fois que tu commences à te. Et c'est ça l'importance de prendre soin de soi d'abord avant de prendre soin des autres. C'est qu'une fois que tu es comblé, une fois que tu as trouvé ton truc, tu es bien, et ben en fait, j'ai trouvé que naturellement, j'avais eu envie de le partager aux autres. Et en fait, ça devient naturellement. Tu n'as même pas la compassion ou vouloir aider les autres ou vouloir contribuer aux autres esprits. C'est même pas un truc que tu dois te forcer à faire parce que ça vient naturellement. Et moi, je le ressens, tu vois, avec les dessins, avec ce que je partage sur le réseau. Bah, en fait, je suis juste genre maintenant dans l'amour, tu vois. Et il y a un autre truc que j'adore, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. C'est qu'en fait, quand je passe un peu de temps avec eux, ils me disent, bah, tu rayonnes. Ils me disent, enfin, en fait, t'es lumineux, tu rayonnes. Quand on a passé un peu de temps avec toi, on repart, on est bien, tu vois. Et moi, à chaque fois, ça me fait trop plaisir. C'est vraiment, ça me touche, tu vois. C'est combien de personnes m'ont dit ça quand je travaillais au marché à Nîmes, tu vois, les clients ou d'autres étaliers, etc. Et en fait, c'est là où j'ai compris que bah, j'ai tellement, enfin tellement, il y aura toujours du travail, tu vois, mais j'ai assez travaillé sur moi. En fait, si tu veux, ma coupe interne, ma coupe, une coupe qui se remplit, tu vois, un verre d'eau, il est suffisamment plein pour pouvoir redonner aux autres. Tu vois, moi, en fait, je suis suffisamment comblé de l'intérieur pour le transmettre, en fait, le verser, mais naturellement, en fait, sans forcer, tu vois. Et en fait, c'est logique quand tu vois une personne qui est rayonnante ou quoi, qu'elle est bien, c'est qu'en fait, elle est déjà comblée en elle-même et que du coup, en fait, c'est juste normal de le partager autour de soi, tu vois. Et d'arriver à cet état-là, moi, je trouve ça trop beau. Et après, bon, c'est un travail à vie, hein. Et puis, faut pas aussi tomber dans, tu sais, de cette espèce de truc de ouais, ça y est, moi je suis lumineux, je suis au-dessus des autres et puis je vais donner aux autres parce que je suis un maître, etc. Parce que bah, si tu arrêtes de travailler sur toi, boum, ça redescend. Tu vas reperdre cette lumière, tu vois, c'est un travail en fait à vie. Et en fait, il y aura jamais de j'ai atteint un certain niveau, j'ai atteint l'éveil. Il y a rien, en fait, il y a même pas, il y a rien à atteindre. Tu vois, il y a rien à atteindre, il y a juste à être et à partager autour de soi. Et moi, je trouve ça trop beau. Et en fait, t'as juste à le regarder dans la nature. Tu vois que toutes les plantes, tous les arbres, en fait, ils se donnent l'un à l'autre, mais sans surego, ou c'est juste naturel, en fait. La nature, en fait, l'univers, il est maintenu parce qu'il y a une espèce d'interconnexion, d'interdépendance qui est naturelle, qui fait que chacun se nourrit de l'autre. Et en fait, c'est ça notre but, hein. C'est de trouver une passion, en fait, qui nous nourrit et qui nourrit les autres. Voilà. Je sais pas ce que tu as à dire sur ces paroles. Écoute, c'est absolument merveilleux hein, ce que tu as dit. Mais j'ai bien aimé l'image que tu as utilisée de la coupe qui se remplit, qui représente, si j'ai bien compris, notre ego, hein, nos désirs et à quel point on est comblé, à quel point on arrive à se combler Ouais. soi-même Ouais. et que ça dépasse, ça déborde et c'est à ce moment-là qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de partager parce qu'on est comblé soi. Moi, je crois, ouais, je crois profondément que bah, d'abord, voilà, moi je sais que je suis profondément égoïste, par exemple. Enfin, genre dans le sens, Pareil. pas négativement, mais genre je sais que
En fait, le monde, enfin, je sais pas, le monde a beau se porter bien, entre guillemets. En fait, si moi je suis pas bien, ben ça va pas parce que c'est moi le monde. C'est parce que je me perçois à travers moi-même. Donc c'est d'abord mon bien-être qui prime. Mais je sais aussi que mon bien-être, il est absolument, il est indépendant, il est dépendant directement de mon environnement, parce que je sais que je suis une éponge aussi. Je sais pas si ça t'arrive toi aussi, mais quand tu rentres dans une pièce où tu as quelqu'un qui a haine, tu sens qu'il a passé une mauvaise journée, que tu vois, genre, t'as tendance à absorber, tu vois direct il influence ton état. Donc voilà, c'est juste soi-même. Moi, enfin, je sais que j'ai besoin d'être dans cet état-là de sérénité, d'être dans cette conscience de moi-même, pour aussi, quelque part, transmettre, si j'ai l'occasion, à mon prochain, euh, de par mon expérience, comment moi je me sens et comment comment je vois, ma place dans l'univers, tout ça, pour pouvoir être une aide potentielle pour lui. Et je sais que je suis, enfin, ce parcours-là que j'ai eu de spiritualité, ça m'a aussi fait réaliser du poids de mon influence. Mhm. Parce que j'ai toujours cru que j'avais aucun poids dans le monde. Je me suis toujours, enfin, j'avais vraiment pas confiance en moi à la base. Mais je réalise petit à petit que c'est mon monde, en fait, je vis dans mon monde et que chaque interaction que je vis, à chaque fois que j'interagis avec mon environnement, eh bien, j'influence, en fait, j'influence les choses. Et ça, en fait, ça me fait me rendre compte de la responsabilité que j'ai, en fait. Ça me fait me rendre compte que, en fait, tout ce que je fais là, ça me fait me rendre compte aussi de l'importance du moment présent de chaque Ouais, instant. ouais, Tu ouais. vois, genre en mode chaque instant, en fait, tu es là avec des choses autour de toi et tu influences et on t'influence. Et tu vois, je te parlais du truc d'éponge, du fait que j'ai tendance à absorber les énergies des autres et tout ça. Ben, j'ai travaillé aussi à être ma première influence, tu vois, à me dire en fait, c'est moi qui décide de mon état. C'est moi parce que j'aurais déjà fixé en fait la vision de mon identité. Comment je me vois en fait. Je me vois comme totalité, dans l'absolu, donc je me vois pas comme seulement comme une chose particulière, je me vois comme une totalité. Donc toutes les charges ressenties par les choses de mon environnement, eh bien moi je reviens à ma raison en fait d'abord avant d'absorber et d'être influencé par tout ça, je reviens d'abord à ma raison, à mon identité. Et en fait tout ça, c'est pour dire qu'en fait, ma propre raison, en fait, et mon propre pouvoir de discernement, ça, elle dépend de mon identité, en fait, de l'identité que je fixe, tu vois, de l'identité que je fixe et auquel je m'accroche. Et bien sûr, ça m'arrive d'être rattrapé par, euh, par mon identité particulière, tu vois, genre, je me perçois comme un corps, je me perçois encore comme un corps séparé des autres, hein. Je suis pas encore arrivé au nirvana, Ouais. je suis, tu vois, c'est un travail, mais juste avoir au moins ce truc à l'esprit de pouvoir réaliser en fait son identité totale, Hmm. tu vois. Ouais. Je ne sais que dire face je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Enfin, même pas, est-ce qu'il y aura toujours des choses à dire, mais c'est pour ça que des fois, tu vois, je parle beaucoup de la stratégie du masque à oxygène dans l'avion. Par exemple, imagine là, toi, t'es avec ton enfant, tu vois. T'es le papa, il y a ton enfant, et il y a des turbulences dans l'avion, et t'as les masques à gaz qui tombent. Et souvent, je pose la question aux personnes, à qui tu mets le masque en premier? Et la personne, spontanément, va dire, moi, je mets le masque à mon enfant, tu vois. Et en fait, je ne veux pas dire qu'ils ont tort, ils ont faux, mais l'idée, ce serait plutôt de d'abord mettre ton masque, c'est-à-dire de prendre soin de toi. Une fois que toi, parce que c'est toi le parent dans ce cas-là, une fois que tu as mis le masque, tu sais que toi, tu es sécurisé, tu es bien, tu risques pas de tomber dans les pommes, et ensuite, tu pourras mettre le masque à ton enfant et t'occuper de lui. Parce que si tu essaies de mettre d'abord le masque à ton enfant et que lui, il a le masque, mais juste après, toi, tu tombes dans les pommes, tu peux plus t'occuper de lui, tu vois.
Donc moi, j'ai ce truc égoïste. Je suis un égoïste dans le sens où je pense d'abord à moi. Par exemple, je me lève le matin, tu vois, c'est ma routine matinale. J'ai pas envie que les autres m'embêtent. C'est d'abord moi, je prends soin de moi, je fais ma méditation, je pose une intention pour la journée, je suis avec moi, je fais attention à mon alimentation, je mets ma santé, mon sport en priorité. Et une fois que ça c'est fait, une fois qu'il y a tout ça qui a été nourri, bah là, en fait, je peux redonner aux autres. Et en fait, si tu fais pas ça, en tout cas dans ma vision des choses, si tu donnes trop d'abord d'importance au bien-être des autres, à un moment donné, toi, tu vas t'épuiser, tu vois. Au bout d'un moment, on le voit, les gens qui font des burn-out ou quoi, qui sont toujours. C'est des gens qui sont très altruistes, important. Ils sont vachement altruistes, ils sont toujours là, ouais, j'ai envie de t'aider, est-ce que ça va et tout, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Mais la personne, à chaque fois, elle se fait bouffer. Et tu parlais d'éponge au niveau énergétique. Si t'as pas, si t'as pas travaillé suffisamment sur toi, tu te connais pas suffisamment, tu vas vite te faire bouffer par ce qu'on appelle des vampires énergétiques et ouais, tu te fais facilement influencer. Et tu vois, là, je suis arrivé sur Marseille depuis quelques temps. Bah, je peux dire que quand je suis en centre-ville de Marseille, avec le bruit, tout ça, je sens ça m'épuise en fait, hein. Une simple marche dans Marseille, je rentre le soir, je suis éclaté, j'ai mal au crâne. Et tu le sens, ce truc énergétique qui prend vraiment une emprise sur toi. Et en fait, en fin de compte, tout ça, c'est de l'épigénétique parce que, comme tu disais, c'est d'abord nous-mêmes qui devons prendre soin de nous-mêmes à travers déjà les pensées qu'on a. Et on en parlait juste avant le podcast, là, dans le festival avec Pierre Etchard qui disait que nos pensées influencent notre ADN et que ça va venir influencer la matière. Donc, déjà, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est déjà nos pensées. Nos pensées qui vont déjà influencer notre corps physique, notre épigénétique, les cellules. Et à partir de là, après, on peut redonner aux autres. Vous avez des choses à ajouter? Écoutez, pas grand-chose, mais je vais juste revenir sur ce que tu as dit à propos de la pensée et juste lier ça à l'identité, encore une fois. Parce que là, en fait, notre première pensée, en fait, c'est l'identité qu'on se donne. Tu vois, c'est la pensée qui va déterminer en fait tout ce qu'on va vivre, qui va déterminer toutes les expériences qu'on va vivre, tout ça. Euh, la pensée sur soi, en fait, comment on se voit, qui est-ce que nous sommes. Et Je pense donc je suis. je pense donc je suis. Et et voilà. Et qu'est-ce que je voulais. Putain, j'ai perdu le fil de ce que tu Aïe, disais. vous Qu'est-ce avez que perdu le fil de votre pensée. Ah ouais. Ouais, encore une fois, c'est peut-être une leçon, hein, J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais ouais, non, non, ouais, la pensée, notre première pensée, c'est notre identité, et c'est ça qui va nous faire, qui nous fait avancer, et ouais, ce que je voulais dire, c'est que le fait de définir comme totalité. Eh bien, à partir de là, on peut commencer à se faire confiance. En fait, on peut commencer à faire confiance à nos ressentis. Enfin, moi, en tout cas, c'est comment j'ai vécu. En fait, à partir du moment où je me perçois comme totalité, comme le tout, en fait, je peux faire confiance à ma façon de voir, mes besoins et les besoins des autres. Tu vois, de comprendre en fait quels sont mes véritables besoins et d'aligner mon action en fait avec ça. Tu vois. Alors que quand j'ai une vision très temporelle, tu vois, très accrochée à des choses très matérielles, une conception très matérielle de moi-même, très réduite, eh bien, je me sens lourd. Je sens que tout ce que je fais, ça n'a pas énormément de sens. Je sens que je sens que mon être, et je sens qu'il y a comme un double de moi-même qui me juge, en fait, et qui me dit, mais en fait, enfin, ça a aucun sens ce que tu fais, genre. C'est totalement, enfin, genre, c'est comme si, en fait, je ne me fiais plus à moi-même pour agir, mais je me fiais seulement à des sortes de modes, de trucs dominants dans la société, des sortes de choses que tout le monde font,
Et je me dis, j'essaye de me trouver là-dedans. Je me dis, oui, si ça c'est dominant, ben, c'est ce que je dois faire. Mais en fait, me voir en tant que totalité, ben, en fait, je reprends le pouvoir de moi-même. En fait, je me vois moi-même, euh, mais je vois mes propres désirs, en fait. Je vois mes réels désirs. Je vois, toujours lié forcément aux influences que je reçois de la société, etc. Mais j'arrive à voir en fait ce que je veux, vraiment ma volonté, au-delà des concepts préétablis, au-delà de tout ce qui est tout ce qui est dominant dans la société. Tu vois, j'arrive à oser en fait, j'ose faire des choses qui sont peut-être vues comme inutiles dans la société. J'arrive à les faire, tu vois, j'arrive à me dire, ouais, bah ça, je sens que c'est utile pour moi. Exemple. Euh, ben, j'ai toujours, enfin, j'ai remarqué durant mon parcours que je suis très influencé par cette idée du métier, d'avoir un métier qui a de la valeur, d'avoir un statut et tout ça. Et j'ai l'impression que ça a influencé énormément mes choix au quotidien, tu vois, et ça l'influence encore, hein. Ouais. Mais me définir en tant que, enfin, me voir en tant que totalité, ça me permet de juste vivre le moment présent en me détachant de du résultat, tu vois, en me détachant de, 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 de tout ce que ça va produire, de la gloire que cela va engendrer, de tout ça, de cette image-là, de Ouais. l'image, en fait, que je me construis, euh, que l'extérieur aura de moi. Et ça me permet de me recentrer, en fait, sur l'image en fait que je veux avoir en fait, sur l'image que enfin sur comment moi je veux me voir en fait vraiment, en étant totalement libre de pas totalement libre parce que forcément je suis influencé par mon extérieur, mais ce que je veux dire c'est que ce sera moi qui choisira en fait, c'est moi qui choisis ce que je fais. Et par exemple je fais des fois, tu sais, je parle tout seul chez moi. Tu vois, genre, des fois, je m'imagine, je joue tout seul à m'imaginer des scènes, tu vois, à me parler à moi-même comme si j'avais un miroir devant moi et que je me parlais à moi-même, tu vois, et je réfléchis comme ça. Et dans la société, on pourrait dire que je suis un malade, en fait, que je suis un taré. Et bah, j'arrive à voir, en fait, que ça a vraiment un intérêt pour moi et j'ose le faire, tu vois. Parce que je sors du concept de l'idée je sors d'une idée limitée de moi-même et je me dis que mon être dans l'absolu en fait, ben, pourquoi je ne pourrais pas me parler tout seul, tu vois. Genre, c'est pas grave, c'est en plus ça peut m'aider, donc tu vois, je peux faire des trucs qui pourraient paraître ridicules en vrai pour la plupart des gens, mais je le fais parce que ben j'ai vu en fait, j'ai pu voir que ça avait une utilité pour moi, tu vois. J'ai pu le discerner. Donc c'est pas, ça me permet de prendre en fait conscience vraiment de mes réels besoins et d'oser mettre des choses en place qui pourraient paraître marginales, mais bah, je le fais quoi. C'est pas grave. Genre. Et justement, est-ce que tu aurais euh, trois conseils à donner aux gens s'ils veulent commencer à faire cette démarche-là de se détacher de leur identité, de trouver peut-être trouver une activité qui va nourrir les autres, tu vois? Tout ce dont on vient de parler là depuis le début, est-ce que tu aurais trois conseils, des trucs simples à mettre en place pour commencer à ce processus, tu sais, de déconditionnement, tu vois ce que je veux dire? Ben, un premier conseil, je pense. Voilà. Voilà, l'ordre est revenu. Premier conseil, ce serait, je pense moi déjà la première chose qui m'a aidé, c'est de travailler en fait à accepter ma mort, accepter que je vais mourir. Et me rappeler de ma mort aussi. Me dire qu'en fait, euh, actuellement, le temps de ma mort, il est arrivé quelque part. Il est avoir cette vision du moment présent comme une chose
euh, absolue, dans le sens où tous les moments se passent en même temps. Alors ça, c'est une vision qui est dure à capter pour nous, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de me dire, que tous les moments sont sur le même axe et qu'en fait, le moment où je meurs, en fait, bah, il est déjà passé, tu vois. Et Ça, c'est du point de vue de la physique quantique, pour préciser. ouais, 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 carrément. Et donc, je m'imagine, et je joue beaucoup avec mon imagination, moi, pour le coup, mais j'imagine, en fait, une version de moi-même qui est, justement, au-delà de la mort, qui a passé cette étape de la mort et qui m'observe, enfin, qui observe ce que je suis là maintenant, tu vois. Et, euh, et je me dis, en fait, après la mort, en fait, la seule chose qui va me juger, c'est moi-même, tu vois. Et pour me sentir plus aligné avec ma volonté, bah, juste imaginer m'imaginer moi-même après la mort, ça me permet de garder la mort en tête pour justement aller vraiment vers mes réels besoins, tu vois, aller vraiment faire ce que je veux vraiment et pas faire des trucs parce que ça fait partie des idées qui dominent la société ou enfin voilà, t'as compris quoi. Donc le premier conseil, ce serait ça, ce serait d'accepter sa mort. Le deuxième conseil, ce serait de manger des champignons hallucinogènes. C'est très très bon. Je te conseille. Je peux faire ça sauter à la poêle. Non, mais ça, c'est une des choses, voilà, les psychédéliques, moi, c'est quelque chose qui a tendance à ouvrir la perception. Donc, moi, c'est ce qui m'a aidé, je pense, voilà, explorer cet univers, tu vois, cet univers de spiritualité, d'ouverture. Donc, je pense que enfin, genre les idées qu'on a des psychédéliques, généralement, comme quoi, oui, ça, c'est pas bien, ça altère la conscience, c'est dangereux, je sais pas quoi. Je pense qu'il faut d'abord se dire que ce sont des choses qui sont naturelles et qui provoque des choses dans notre conscience, qui altère notre conscience, et c'est pas plus mal, parce que c'est ça qui nous fait prendre du recul sur nous-mêmes, et qui peut nous permettre potentiellement, si on en est enfin, si on se sent capable, bien sûr, c'est pas adapté à tout le monde, mais qui peut nous permettre, si on prend cette identité de totalité, d'explorer de nouveaux plans de nous-mêmes, de découvrir d'autres potentiels, de sortir des concepts qui nous enferment, qui nous emprisonnent, pour se découvrir, pour exploiter ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire aussi, pour tout simplement à la fin pouvoir aligner son action avec sa volonté. Donc moi, les psychédéliques, c'est très bien, ça m'a permis de mourir. Après, bien sûr, pas à outrance, hein, il y a toujours un équilibre à avoir, mais ça peut être une bonne chose. Et juste rajouter un petit disclaimer, hein, les psychédéliques sont interdits en France, donc on n'est pas en train de promouvoir la consommation de psychédéliques, hein, c'est une substance illégale. Donc voilà, c'est juste pour mettre une petite protection pour ce podcast, pour pas être embêté. C'est ce que je tenais à préciser. Et du coup, pour finir avec le troisième conseil, si tu en as un, Oui, je te laisse la exactement, parole. hein, exactement, hein. Et troisième conseil, eh bien, euh, je sais pas. Ok, c'est très bien. Je sais pas, je pense que deux, c'est bien. D'ailleurs, deux, c'est la dualité, hein, c'est la vie, hein, c'est la naissance, la mort, c'est l'ombre, la lumière. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter sur ce chiffre, hein, Dylan, hein, Magnifique. Bah, écoutez, ça me va. le deux qui ne fait qui ne fait qu'une seule unité. Au final, je crois que c'est le fin mot de l'histoire, mes chers amis. Alors, si tu connais mes podcasts, tu sais que je termine toujours avec trois questions de fin. Est-ce que tu es prêt? Je sais pas, mais vas-y. Si là, c'était la dernière fois que tu avais, c'est ton dernier enregistrement, qui sera retransmis en simultané sur BFM TV, sur Times Square, partout dans le monde, ça serait ton dernier message que tu auras à transmettre à l'humanité, qu'est-ce que tu dirais? Je vais dire une connerie, mais je vais pas.
Euh, euh, Soyez vous-même, hein. On va faire simple, hein. Soyez vous-même. Soyons nous-mêmes. Magnifique. La deuxième, si tu ne pouvais faire que 3 activités par jour, ce seraient lesquelles? Ce serait manger. Alors, en dehors de. Faudrait que je change un peu, mais en fait, en dehors de manger, de faire ses besoins, Ah, d'accord. genre. Faire caca après, hein. Genre, genre vraiment 3 activités, 3 passions, genre vraiment des trucs que tu pourrais pas t'en passer. C'est vraiment des trucs que tu as envie de faire tous les jours. De la musique, l'harmonie me fait vibrer, l'harmonie, le son de la guitare, le son des violons et des pianos, de tout instrument et la voix hein, de plusieurs êtres humains me fascine, hein, bien sûr. Donc, je me trouve à travers la pratique de la musique. J'aimerais qu'elle soit, enfin en plus je la vois comme quelque chose d'infini, hein. Je me dis que je n'arrêterai jamais de faire de la musique, je n'arrêterai jamais de faire vibrer, euh, d'accéder à la vibration de la vie. Pour moi, c'est la vibration, la musique. Donc c'est ça que je ne pourrai jamais arrêter de faire au-delà de la vie et de la mort, hein. Euh, le sport aussi, le mouvement, n'importe quel sport. Clairement. Le fait le mouvement en fait, simplement le mouvement et j'avais kiffé aussi le Nomad Slim au festival du potentiel humain. Ouais. Sans message, j'avais surkiffé le truc du mouvement pour le mouvement, tu vois, genre juste bouger sans but, mais bouger parce que pour bouger tout simplement et pour se trouver à travers cet art du mouvement. Comme j'avais dit, la vie c'est le mouvement et le repos, donc c'est l'alternance entre ces deux choses et se trouver en bougeant d'une certaine manière, puis en arrêtant, puis en bougeant d'une autre manière, de voir vraiment quels sont nos besoins à travers le mouvement, Une manière de s'explorer aussi, hein. l'exploration à Ouais. travers Mm. le mouvement quoi, le mouvement. Et il y avait une troisième activité. Euh, partager des choses. Très jolie. Et puis la dernière question, imagine que là, tu es au dernier jour de ta vie, tu vas rendre ton dernier souffle dans quelques instants. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Ou du moins, qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même? Je me dirais à moi-même, ne reste pas accroché à tes conditions de vie. Euh, elles vont elles étaient destinées à être temporaires. Donc laisse-toi porter. Après la mort, d'autres conditions t'attendent. Mais au-delà de tout, n'oublie jamais que les conditions de vie que tu as à un instant T ne sont pas absolues. Tu peux toujours t'en détacher. Waouh. Merci beaucoup. Merci à toi, Dylan. Depuis le temps qu'on devait faire ce podcast, Ouais, ouais, c'était c'est un fait. plaisir, hein. C'était très bien d'échanger. Mais de toute façon, nos conversations, elles sont toujours. On a toujours, sachez on a toujours des conversations comme ça, euh, cosmiques, comme dirait Nomad Slim. Ouais, c'était la folie. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ou tout est dit? Oui, n'hésitez pas à prendre du plaisir, hein, tous les jours, du plaisir, beaucoup de plaisir. Énormément, énormément même. Je pense que c'est ce qui nous permet hein, de côtoyer les astres, hein. Voilà, jouissez de la vie hein, au possible, hein. Je crois que c'est ce qu'il faut, hein. Mangez-vous pouvez-vous des pinards, bouffez des jambons beurre, des trucs comme ça, quoi. Faites-vous plaisir, quoi. Voilà, voilà. Merci, collègue.